Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer les lignes de failles idéologiques qui traversent notre époque. On va parler d'antisémitisme masqué, on va parler d'islamo-gauchisme, de complaisance face à la barbarie peut-être, de renoncement de la gauche et de montée du relativisme philosophique, et puis peut-être aussi de confusion post-coloniale et peut-être d'autres sujets qui seront connexes à tout cela. Alors j'ai souhaité aujourd'hui inviter une intellectuelle qui est un petit peu à contre-courant au niveau de sa pensée et dont la parole dérange autant qu'elle éclaire, selon moi en tout cas. Après la lecture de son dernier essai, je peux vous dire cela. Dernier essai qui s'appelle d'ailleurs Le Sud global à la dérive, entre décolonialisme et antisémitisme. Et donc, il s'agit de René Frégosi, ou Frégosi, vous me direz si je prononce mal, et c'est aux éditions Intervalle. Donc, merci à vous, René. Est-ce que vous pourriez, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous présenter un petit peu et nous dire, qui vous êtes? Bonjour. Se présenter à mon âge, c'est toujours compliqué parce que j'ai évidemment fait beaucoup de choses. Mais d'un point de vue universitaire, donc je peux dire que j'ai deux doctorats. Le premier en philosophie, le second en philosophie sur Vladimir Yankelevitch et le second en sciences politiques, qui était une analyse comparative des processus de transition à la démocratie en Amérique latine et dans les pays de l'Est. Donc, ma deuxième thèse, je l'ai soutenue tard, en 96. Donc, c'était après tous ces mouvements de transition à la démocratie, de chute du mur de Berlin, etc. D'accord. Par ailleurs, moi, je dis dans un de mes bouquins, je me présente comme ça, je suis socialiste depuis 3 générations. Mes grands-parents l'étaient, socialistes, laïcs, militants, et mes parents également. Et moi-même, après être passée par une petite organisation anarchiste, par le MLF, sans avoir rien renié, de ma dimension libertaire et féministe, je suis rentrée au PS. Et puis j'ai fini, après avoir été en désaccord longtemps avec beaucoup de choses, j'ai fini par rendre ma carte. Désolée de le faire, mais rendre ma carte au moment de la NUPES, lorsque l'alliance a été vraiment scellée, la première alliance avec le parti de Jean-Luc Mélenchon, que j'avais connu par ailleurs évidemment au PS. Donc j'ai quitté le PS. Et moi, au Parti socialiste, j'ai dirigé en fait l'Institut de recherche du Parti socialiste, l'ancêtre de la Fondation Jean Jaurès, et également pendant 5 ans le secrétariat international rue de Solferino aux relations internationales. Donc j'ai fait aussi beaucoup de coopération internationale avec l'international socialiste, ce qui m'a donné une connaissance assez approfondie. Et également, j'ai créé une petite ONG à la fin 90 pour monter un contrôle électoral parallèle au Paraguay. Ensuite, j'ai fait beaucoup d'observations électorales, etc. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de choses, étant donné que je ne suis plus toute jeune. D'accord. Écoutez, Voilà, et donc, et j'ai écrit quelques livres pendant ce temps-là, évidemment. Mes deux thèses de doctorat, je les ai soutenues tout en travaillant, hein, je dois le dire. Donc, je n'ai pas été, j'ai été étudiante très longtemps, mais toujours étudiante salariée. Voilà, donc, j'ai pas passé mon temps dans les livres seulement. Mais aussi dans les livres, évidemment, parce que c'est tout à fait fondamental. Et mon dernier bouquin, donc, est sur le Sud global. Voilà, on va en parler. Le sous-titre est tout à fait éclairant, je pense, puisque c'est entre, vous l'avez dit, entre décolonialisme et antisémitisme. Et je travaille en effet, hélas, sur un phénomène qui a pris de l'ampleur à nouveau ces derniers temps, sur l'antisémitisme, mais pas que, en fait, sur toutes les formes d'autoritarisme, qu'elles viennent des États ou qu'elles sourdent des sociétés. Et donc, c'est ces différents phénomènes autoritaires
qui m'intéresse beaucoup. J'ai enseigné pendant 20 ans à l'université et effectivement, j'ai enseigné la science politique, la théorie politique, plus spécialement sur les relations entre dictature et démocratie et tout particulièrement sur les phénomènes autoritaires, les dictatures à la fois autoritaires et totalitaires. Et donc là, on est au cœur du sujet. Eh bien, écoutez, on va y revenir. Mais avant cela, je voulais revenir sur votre passage long au Parti socialiste. Vous nous en avez parlé, pardon, lors de votre présentation. Qu'est-ce qui a fait, en fait, qu'à un moment, il y a eu rupture? Alors, j'ai bien entendu, vous êtes parti au moment de l'alliance avec la NUPES. Qu'est-ce qui se passe, en fait, pour que vous n'ayez pas souhaité vous allier avec la NUPES? Qu'est-ce que vous avez vu voilà, qui vous a fait sortir de 4 générations, c'est ça, hein, de socialistes? Alors, trois. Trois, pardon. Moi, je suis la troisième seulement. Ok. Mais non, mais si vous voulez, l'attachement au PS n'était pas un attachement spécifiquement familial. C'est simplement que j'ai connu l'histoire et j'étais, je baignais dans ce milieu, ce qui m'a permis de connaître un petit peu ces idées. Moi, en fait, depuis l'origine des temps, et même avant d'adhérer au Parti socialiste, où j'ai adhéré en 76 seulement, je dirais, j'ai toujours admiré Léon Blum. Hmm. Léon Blum est vraiment la figure tutélaire pour moi du socialisme, c'est-à-dire en fait un socialisme foncièrement démocratique, une social-démocratie en fait à la française, hein, puisque la seule expérience social-démocrate en France, ça a été sous l'égide de Léon Blum, c'est les accords de Matignon, c'est l'archétype, c'est-à-dire le monde du travail qui passe un accord avec le patronat, les détenteurs du capital et les détenteurs du travail, qui vont négocier un accord sous l'égide de l'État, garanti par la loi, et avec la promesse de se retrouver périodiquement pour avancer vers plus de justice sociale, de répartition des richesses qui permettent la répartition pas seulement de la richesse matérielle, mais également qui permettent la diffusion de la culture et le partage du pouvoir aussi. Donc c'est vraiment les trois piliers de la démocratie, le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir culturel, qui sont négociés, dont on négocie le partage au plus grand nombre possible, de plus en plus. Donc ça, c'est l'idée politique de base, mais avec cette conviction profonde que la liberté est première. La liberté est la condition de l'égalité et l'égalité est la condition de la fraternité. Donc une dimension socialiste extrêmement républicaine, libérale, hein, au sens politique du terme, et pour ma part, comme c'était le cas d'ailleurs pour Léon Blum, libertaire, pour la liberté des mœurs, pour la libération des femmes. Il était extrêmement féministe. Et au cœur de ce socialisme, on le retrouve chez Léon Blum, on le trouvait au Parti socialiste jusqu'au nouveau Parti socialiste, une un sionisme. Léon Blum s'affirmait lui-même sioniste comme le dit Pierre Birnbaum, il est passé d'un sionisme philosophique à un sionisme politique grâce à son amitié avec Weizmann, le premier président de l'État d'Israël. Et Blum est devenu à ce moment-là un soutien indéfectible à Israël. Il a d'ailleurs œuvré pour la reconnaissance de l'État d'Israël en 1947. Et
Et ensuite, le Parti socialiste est resté toujours très attaché à Israël. Donc moi, lorsque l'idée que je me faisais du Parti socialiste, c'était un parti bloomiste et très attaché à Israël et à la défense des Juifs. Et Est-ce je que vous me suis pouvez, rendu compte pardonnez-moi, petit à petit que ça évoluait. ouais, je comprends, mais est-ce que vous pouvez, pardonnez-moi, un petit point d'arrêt, nous expliquer ce qu'est le sionisme? Parce qu'aujourd'hui, avec les théories complotistes, les gens qui sont mal informés, j'aimerais qu'on définisse ce terme, peut-être au niveau philosophique rapidement, mais surtout au niveau politique, c'est important, je trouve. Oui, mais il faut évidemment commencer par le niveau historique, hein. On ne peut pas faire de philosophie, me disait une professeure de philosophie, sans faire de l'histoire de la philosophie, et on ne peut pas faire de la science politique ou toute autre réflexion, un tant soit peu théorique, sans passer par l'histoire. Donc, effectivement, le sionisme est à l'origine un mouvement de libération nationale. Euh, Ça apparaît au XIXe siècle, au moment où on a l'émergence de nombreux mouvements de libération nationale, notamment à l'est de l'Europe. Et à la fin du XIXe siècle, notamment d'ailleurs en Pologne, hein, on va voir la montée du nationalisme polonais, d'ailleurs parallèlement à la montée du sionisme et dans une dynamique souvent conflictuelle d'ailleurs. Donc le sionisme, c'est tout simplement la revendication pour le peuple juif, et je reviendrai sur cette définition du peuple juif en tant que nation, d'avoir un territoire national, de retrouver un territoire national et évidemment ce territoire national qui est évoqué symboliquement depuis des siècles l'année prochaine à Jérusalem et de retourner en Israël. Alors, ça ne veut pas dire que dans le peuple juif, il n'y a que des descendants de gens qui viennent d'Israël, mais la dimension symbolique est sans doute, avec le temps, bien plus importante que la dimension ethnique, bien sûr, et le peuple juif est un peuple comme la plupart des peuples, en fait, ou souvent, en tous les cas, en Europe et en Occident en général, ce sont des peuples qui ethniquement sont très divers, mais ce qui fait peuple, ce n'est pas l'ethnie, c'est l'adhésion à un récit, l'adhésion à des symboles, à une culture, à une langue et un attachement à une histoire. Et donc, il existe un peuple juif, une nation juive, qui avait légitimité à retrouver un territoire national. Donc le sionisme, c'est tout simplement ça. Et donc, être sioniste aujourd'hui, c'est tout simplement rappeler que le peuple juif, dans toute sa diversité, d'ailleurs, ceux qui prétendent que mais Israël ne serait pas légitime parce que le peuple juif, c'est pas les descendants, ça n'a aucune importance. L'ethnie n'est pas importante, c'est l'attachement, la reconnaissance, l'appartenance à une culture et à une histoire surtout, avant d'être l'attachement à une religion. Il y a des religieux, il y a des gens qui vont être athées, qui ne sont pas du tout religieux, d'autres qui le sont un peu importe. L'important de la nation juive, c'est cet attachement à la culture et à une histoire, et donc, aujourd'hui, à un territoire national légitime. Et donc, être sioniste, c'est réaffirmer la légitimité de la nation juive, du peuple d'Israël, à vivre sur son territoire national en Israël. Or, l'antisémitisme, comme son nom l'indique, c'est une doctrine qui affirme l'illégitimité du peuple juif à avoir son territoire national.
Donc on va y revenir, parce que c'est un point important de vos travaux. Donc on va évidemment revenir là-dessus et puis peut-être sur l'historicité un petit peu du territoire qu'on appelle aujourd'hui palestinien et sur ce que vous appelez aussi le palestinisme. Mais avant cela, je voulais qu'on réponde quand même à cette question. Qu'est-ce qui vous a fait quitter le Parti socialiste quand il s'est Oui. allié à la NUPES? Quel est le problème avec la NUPES et peut-être avec LFI aujourd'hui? Alors, ce n'est pas un hasard si le PS va s'allier avec la NUPES, hein. Ça tombe pas du ciel, comme on dit, et ni d'ailleurs. Et donc, au Parti socialiste, euh, moi, je me suis trompée, en fait, sur le Parti socialiste. Je me suis illusionnée. Et comme j'ai toujours considéré l'action politique comme étant importante, et comme je n'avais pas d'autre parti où aller, je me suis accrochée à mon parti et affectivement, etc. Donc je suis restée tout en étant de plus en plus en désaccord parce que j'ouvrais de plus en plus les yeux. Et en fait, le problème du Parti socialiste, du nouveau Parti socialiste, est complexe, mais euh, il y a eu toujours ce tropisme révolutionnaire. Hmm. C'est-à-dire qu'en France, comme le Parti communiste était très puissant, le Parti socialiste a toujours eu tendance à tomber dans le travers que dénonçait d'ailleurs Léon Blum. Léon Blum parlait d'une la religion de l'unité. Il ne faut pas tomber dans la religion de l'unité, faire l'unité pour l'unité. On fait l'unité à certains moments pour des buts stratégiques très précis, mais ce n'est pas un but en soi de faire l'unité des différents courants de gauche parce que, en fait, euh, euh, viser tout le temps l'unité, c'est se mettre sous cette menace d'être traité de droitier, de ne pas vouloir changer le monde, de ne pas être assez révolutionnaire. Et au lieu de se sortir de cette logique, de ce chantage, en disant, mais parfaitement, nous ne sommes pas révolutionnaires au sens où vous l'entendez, nous cherchons à améliorer les choses à travers des compromis, à travers, tout en maintenant toujours la démocratie, en considérant toujours que la liberté est première, que l'émancipation individuelle des hommes, des femmes, de tout le monde est essentielle à la construction d'un monde meilleur et non pas l'asservissement et la soumission à un pouvoir, fût-il une avant-garde éclairée. Et donc, faute d'avoir affirmé ça, de l'avoir théorisé, d'avoir rompu avec cette vision révolutionnaire, en fait, le Parti socialiste s'est laissé aspirer à nouveau par ce chantage aux révolutionnaires et aux droitiers. Bon. Et à la critique d'être droitier, de trahir l'idéal, etc. Et donc ça, au Parti socialiste, il y a eu cette dérive, mais il y a eu également, alors du point de vue de la question d'Israël, il y a eu également une dérive que moi je n'avais pas vue comme ça, mais que j'ai commencé à saisir dans les années 80 et qui m'est apparue évidente dans les années 90, j'ai l'esprit lent. Et je le dis toujours, je reconnais. Alors ça maintient peut-être un peu jeune, donc ça a peut-être quelques avantages, mais toujours est-il que donc j'ai mis un certain temps, même beaucoup de temps, pour en penser certains, à réaliser qu'en fait, le tiers-mondisme avait fait son chemin, l'idéologie tiers-mondiste, on y reviendra, avait fait son chemin dans le Parti socialiste et notamment une de ces dimensions qui était, alors moi je dis pro-palestinisme, on dit palestinisme, en tous les cas c'est la même chose, c'est-à-dire c'est cette idéologie qui va construire une cause palestinienne
qui va construire un narratif autour d'un malheur palestinien et qui va prendre prétexte de ce malheur palestinien construit et alimenté de décennie en décennie pour remettre en question, en fait, l'existence même de l'État d'Israël et qui va faire la jonction avec les mouvements islamistes qui eux-mêmes donc sont foncièrement anti-juifs et le pro-palestinisme renoue ou noue d'emblée un lien avec l'anti-judaïsme musulman culturel d'origine. Et donc, on a effectivement cette idéologie qui va être portée par différents mouvements politiques et politico-religieux, mais qui, au sein de l'internationale socialiste, va faire son chemin à travers des mouvements politiques palestiniens, principalement l'OLP, mais deux autres petits partis aussi, mais peu importe, concentrons-nous sur l'OLP parce que qui a eu vraiment un rôle important, qui va investir l'internationale socialiste et qui va petit à petit infléchir, influencer le Parti socialiste français, mais l'internationale socialiste en général, pour infléchir la ligne de soutien à Israël, augmenter inversement proportionnellement le soutien à la dite cause palestinienne et parallèlement, étant donné l'affaiblissement du Parti travailliste israélien, en interne en Israël et au sein de l'internationale socialiste, on va avoir comme ça un mouvement de vase communicant, je dirais presque, entre l'affaissement du soutien à Israël et l'augmentation progressive du soutien à la dite cause palestinienne. Et donc ça, vraiment, là aussi, entre le tropisme révolutionnaire, et l'abandon au soutien à Israël, plus toutes les dérives qui s'en suivent, évidemment, parce que si vous alliez le pro-palestinisme, la dimension révolutionnaire et le déclin organisationnel du Parti socialiste, donc son besoin de maintenir des élus, vous allez avoir toutes les dérives clientélistes de complaisance à l'égard de l'islamisme pour attirer certaines populations qui sont déjà entre les mains des islamistes, sous leur domination, sous leur pression, sous leur chantage, sous leur menace parfois, et sous leur charme d'autres fois, et des populations que l'on estime être sous l'influence des islamistes, alors qu'en fait, ces populations musulmanes, en partie, cherchent à se défendre des islamistes. Mais en tous les cas, il y a tout à la fois une réalité et un fantasme qui fait que les politiques, pour se faire réélire, vont tomber, et pas seulement à gauche d'ailleurs, hein, mais aussi à droite. On l'a vu On a dans le des nord de cas la France, en effet. de clientélisme pro-islamiste, de complaisance à l'islamisme. Mais en tous les cas, à gauche, ça va commencer à être théorisé. Et alors, on a Terra Nova, mais on a tout ce courant tiers-mondiste qui va transformer finalement les musulmans, qui va construire une chaîne d'identification, une chaîne de signifiants, une chaîne d'identification entre l'immigré, le musulman, le palestinien, et qui va transformer cette figure mythique en nouveau damné de la terre.
Ouais. Donc, entre figures, personnages, population à défendre systématiquement et à considérer que, puisqu'ils sont des victimes foncières, ce sont des anges et ils n'ont aucune responsabilité en rien et aucune malignité en eux. Ouais. D'accord. Eh bien, on a bien compris ce qui a conduit cette rupture avec le Parti socialiste. Dans votre cas. Alors, avant de parler de l'antisémitisme et de sa résurgence dans nos contrées en France, j'aimerais justement qu'on s'intéresse à l'histoire de la Palestine. Alors son histoire récente, on va pas non plus remonter à des millénaires, mais qu'on comprenne un petit peu, eh bien quel est le point de tension justement entre l'existence d'Israël, entre les demandes de la Palestine et comment dire le fait que certains en fait contestent la légitimité de l'existence de l'État d'Israël. Comment tout ça s'est noué au niveau historique, peut-être en partant du protectorat anglais pour arriver jusqu'à aujourd'hui? Oui, alors, évidemment, moi, je ne suis pas spécialiste de cette question. Je me réfère dans mes analyses, évidemment, à des grands spécialistes, notamment Georges Bensoussan. Vraiment, pour comprendre la situation actuelle, toujours évidemment revenir à l'histoire, et notamment pour le conflit israélo-arabe, je vous conseille vraiment, je me permets de faire de la Avec pub, plaisir. pas seulement pour mon bouquin, mais vraiment pour alors, tous les livres de Georges Bensoussan sont passionnants, mais son petit que sais-je sur les origines du conflit israélo-arabe 1870-1950, vraiment, c'est un petit bijou parce que on y apprend des choses extrêmement importantes pour comprendre la situation actuelle. Mais donc, euh, euh, déjà, quand même, remontons un tout petit peu, un instant, avant le mandat britannique, mais longtemps avant, à propos du mot Palestine. En fait, le mot Palestine, déjà, c'est, si je ne me trompe pas, l'empereur Adrien au IIe siècle, qui, après une énième révolte du peuple juif d'Israël contre la domination romaine, qui va pour écraser et tenter d'écraser définitivement ce peuple révolté qui n'admet pas la domination romaine, qui va décider de rayer le nom d'Israël. Donc, on ne parle plus de royaume de Judée, on ne parle plus de royaume d'Israël, et on va, pour punir les Juifs de s'être révoltés, choisir le nom antique d'un ennemi antique qui n'existe plus, les Philistins, qu'on connaît de la Bible, mais qui, à l'époque antique, n'existe plus. Mais on va aller chercher le nom de Philistin, qui va donner Palestina en romain, et on va donner à toute la région, parce que les royaumes d'Israël étaient étendus au sud de la Syrie actuelle, etc. C'était des grands royaumes dans la région. Donc toute cette région va être appelée Palestina. Et depuis, on va l'appeler Palestine. Donc, lorsque, à la chute de l'Empire ottoman, c'est-à-dire en 1918, parce que la Turquie était alliée avec l'Allemagne, notamment, enfin l'Allemagne de l'époque. Hein. Et donc, en 1918, l'Empire ottoman est vaincu, va être démantelé, et en interne aussi d'ailleurs, on a les jeunes Turcs, on a Atatürk, Mustafa Kemal, qui va lui-même mettre en œuvre une révolution en Turquie. Donc c'est la fin de l'Empire ottoman. Les vainqueurs de la guerre de 14-18 vont se répartir une bonne partie
de l'Empire ottoman encore existant en 18, et la France va, donc la Société des Nations de l'époque, c'est pas encore l'ONU, hein, mais c'est la Société des Nations en 1920, va attribuer un mandat, c'est-à-dire une domination légère, mais une gestion des territoires, une partie à la France et une partie aux Britanniques, et c'est aux deux empires de l'époque. Et donc, c'est l'Empire britannique qui va gérer ce qui était donc appelé la Palestine, qui recouvre aujourd'hui la Jordanie, le Liban était en partie français, mais le sud de la Syrie et toute la région Israël d'aujourd'hui et les territoires dits palestiniens disputés, qui sont des territoires disputés depuis 1947. Parce que, donc, sous le mandat britannique, ce qu'on appelle la question palestinienne, c'est la question de la création d'un foyer national juif en Palestine. La Palestine, c'est en fait considéré à l'époque comme un territoire qui a vocation à devenir formellement un territoire national juif, au moins en partie. Donc, en 1947, donc à partir de la fin du 19e siècle déjà, donc le mouvement sioniste, qui est apparu à la fois d'ailleurs en Europe de l'Est, cette poussée de revendication de libération nationale qui va s'alimenter des persécutions que subissent les Juifs en Russie et dans toute la région d'Europe de l'Est, d'Europe centrale. Donc, ce sionisme d'Europe centrale existe parallèlement à un mouvement sioniste qui va être issu des anciens territoires de l'Empire ottoman, là où les Juifs étaient également très maltraités, où sous l'Empire ottoman, comme sous les califats précédemment, les Juifs, comme les chrétiens d'ailleurs, et d'autres, les Zoroastriens ou les Azéris, étaient considérés, en tous les cas, surtout les Juifs et les chrétiens, étaient considérés comme des dhimmis, c'est-à-dire un sujet du califat ou de l'Empire ottoman complètement infériorisé par rapport au sujet musulman, qui subissait des tas d'interdits, de discriminatoires et humiliants, et également qui devaient payer une taxe pour garantir en fait leur survie, qui était soi-disant une taxe pour leur protection, mais qui était une taxe pour leur survie et qui n'était pas vraiment très complète, parce que périodiquement, il y avait ce qu'on n'appelait pas à l'époque, puisque c'est un nom russe, pogrom, mais il y avait des pogroms qui se produisaient également contre les Juifs et leurs biens, sous l'Empire ottoman, dans les différentes régions de l'Empire ottoman, donc en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Et donc, on va avoir un sionisme également dans toutes ces régions du sud de la Méditerranée. Georges Bensoussan en parle très très bien aussi de ce mouvement du sionisme du Sud. Et en tous les cas, donc, ces deux mouvements sionistes vont tendre vers la revendication donc de la création d'un État juif en Israël, hein, sur la terre ancestrale. Il va y avoir évidemment des conflits avec l'Empire britannique qui va, comme d'habitude,
la perfide Albion. Bon, je le dis gentiment, mais c'est vrai que la politique britannique est souvent erratique, et notamment là, on a en Grande-Bretagne des partisans de la construction d'un État juif, d'autres qui soutiennent davantage les Arabes, qui eux aussi, dans toute cette région et sous le mandat britannique, aspirent eux aussi légitimement à avoir des États nationaux indépendants des tutelles européennes. Donc on a des demandes diverses qui vont être conflictuelles. Hmm. En partie, puisque il y a des territoires qui sont disputés, des territoires où on va avoir des populations arabes et des populations juives. Alors, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'il y a toujours eu, malgré tout, des populations juives qui sont restées de façon très minoritaire, hein, en Israël, je dirais de façon anachronique ou bon, en tous les cas, sur ces territoires actuels d'Israël et des territoires sous l'autorité palestinienne, etc., en fait, on a toujours eu des Juifs qui sont restés là. Mais ils étaient très peu nombreux. Cela dit, la population était très peu nombreuse parce que la région n'était pas du tout cultivée, n'était pas du tout accueillante à l'époque. Donc, il y a très peu de population. Et on voit d'ailleurs, au fur et à mesure que des Juifs vont venir s'installer en achetant des terres, hein, ils ne les ont pas volées, ils les ont achetées, en achetant des terres et en les cultivant et en les faisant fructifier, on va voir, et ça Georges Bensoussan le dit très bien, et il a les chiffres et tout ça, on va voir des émigrations euh, euh, arabes, des immigrations, des Arabes d'autres régions qui vont venir travailler avec les Juifs qui développent ce territoire en s'y installant. Et donc, on va avoir en 47 donc un mouvement sioniste en Palestine qui est extrêmement fort et qui, face à la résistance des Britanniques et face à l'émergence d'un État arabe en Jordanie, qui est sur un territoire ancestral juif, en fait. Hein, bon. Ouais. Mais donc, avec l'émergence de cet État jordanien, ça va renforcer le mouvement sioniste, dont certains vont prendre des armes pour se libérer les armes à la main de la domination britannique qui, après la déclaration de Balfour en 1917, a vacillé, a oscillé entre un soutien à l'État juif et une renonciation. Enfin bon, et donc les Juifs vont créer leur État par une lutte de libération nationale. Et en même temps, donc sur le terrain, une lutte armée et une lutte diplomatique pour, en 1947, faire acter la reconnaissance d'un État juif par l'ONU. Et donc, l'ONU va voter, je passe sur cette histoire qui est extrêmement intéressante et palpitante, du vote de la reconnaissance d'un État juif en Palestine, donc en Palestine mandataire, comme on disait. Et à ce moment-là, l'ONU décide, propose de reconnaître l'État d'Israël, qui est en train d'être créé les armes à la main, et à côté, un État arabe en Palestine. Et donc, l'ONU reconnaît l'État d'Israël et propose aux Arabes la création d'un État arabe à côté. Et à ce moment-là, les Juifs, les sionistes, acceptent cette proposition et disent « Ok, on prend ce petit territoire. » C'est un petit territoire, minable hein, en fait. Mais les Juifs, ils disent « C'est mieux que rien.
nous, on a lutté les armes à la main, c'est très dur, on veut construire notre État pacifique, on accepte. Mais les pays arabes, on ne parle pas des Palestiniens, ça n'existe pas à l'époque, hein, ce sont des Arabes de Palestine mandataires et les pays arabes autour qui, eux, ont déjà pris leur indépendance et qui sont créés et qui doivent reconnaître cet État arabe en Palestine. Et ils refusent. Ils refusent parce qu'en fait, ils considèrent que l'État d'Israël n'est pas légitime, qu'il ne doit pas y avoir un État juif au milieu des États arabes. Et donc, ils refusent la création de l'État arabe à côté de l'État d'Israël parce que ce serait reconnaître l'État d'Israël. Et donc, ils engagent une lutte armée, ils attaquent le jeune État d'Israël, le tout petit État d'Israël qui se libère par les armes contre les Anglais et qui maintenant va lutter contre les Arabes qui l'attaquent pour le faire disparaître. Et en fait, cette petite armée israélienne naissante va vaincre. Elle va battre ces armées arabes coalisées contre elle, et c'est le début donc de l'État d'Israël. Mais les États arabes autour ne reconnaissent pas cet État, ne reconnaissent pas sa légitimité et vont à plusieurs reprises attaquer l'État d'Israël. Et c'est là où on va avoir la guerre de 67, la guerre des 6 jours de 67 et l'attaque arabe du Kippour en 73. Et des guerres que Israël va gagner. Et à chaque fois, Israël va gagner des territoires qui étaient des territoires qui ont été en fait envahis, les territoires qui étaient destinés à devenir cet État arabe de Palestine que les États arabes ont refusé. Ils ne l'ont pas laissé vacant comme ça aux mains de l'ONU. Ils s'en sont emparés, ils l'ont envahi. Donc la Jordanie a envahi la Judée-Samarie qu'elle a appelée la Cisjordanie. Ouais. Et l'Égypte avait pris la bande de Gaza intégrée au territoire égyptien. Ouais. Donc, Israël se retrouvait entouré, pas de no man's land, mais d'États arabes qui avaient pris possession de ces territoires en plus, qui jouxtaient et qui encerclaient Israël. Donc, à chaque fois que Israël a été confronté militairement aux pays arabes, il se trouve qu'Israël a gagné ces guerres et ces conflits armés et a pu regagner du territoire qui était des territoires effectivement destinés initialement à un État hypothétique arabe de Palestine qui n'a jamais été créé, et ces territoires avaient été envahis par les pays arabes, et donc Israël les a gagnés en guerre, après la guerre. Donc ce sont des territoires qu'on appelle des territoires occupés, qui en fait sont des territoires qu'on dirait plutôt disputés, parce que ce sont des territoires qui n'ont jamais constitué un État indépendant et qui avaient été eux-mêmes envahis et absorbés par des États déjà existants, et qui ont donc, ces États ont perdu du territoire lors de conflits armés. Donc, on en est là. Or, lorsqu'on dit, les mots sont importants, lorsqu'on dit coloniser, occuper, ce sont des termes injustes. Ce n'est pas que ça appartienne de droit à l'État d'Israël, mais le droit de la guerre, ça existe quand même aussi, mais bon, c'est complexe parce que ça vient en contradiction parfois avec le droit international moderne. Bon, donc, évidemment, en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que ces territoires sont disputés, sont à négocier, mais ils n'appartiennent pas, en tous les cas, ils peuvent appartenir à Israël. On peut considérer que ce sont des territoires qui appartiennent à Israël. D'accord. Eh bien, merci pour ce... Ça se discute.
Ouais, je comprends. Mais merci pour ce point historique qui est très important pour la question suivante. On va parler maintenant eh bien de ce qui s'est passé le 7 octobre 2023. Là, on a le contexte, du coup, le contexte historique. Et dans ce contexte-là, eh bien, on a un groupe terroriste, le Hamas, puisque voilà, je vois pas comment on peut le qualifier autrement. Un groupe terroriste, le Hamas, qui attaque Israël dans une violence inouïe et qui pratique un pogrom en fait. Je vois pas aussi comment utiliser un autre mot et qui a pour mission de tuer un maximum de juifs, civils ou pas civils, peu importe, un maximum de juifs parce que juifs. Et après cette attaque, eh bien, dans nos contrées occidentales, on a un silence quand même médiatique et on a beaucoup de gens qui tardent en fait à apporter, et puis certains qui ne l'apporteront jamais, leur soutien justement à l'État d'Israël et aux Juifs dans cette violence inouïe qu'ils ont vécue. Comment est-ce que vous analysez ce silence sélectif face à la souffrance juive et face à cette attaque historique qu'a subi Israël? Je veux dire, on entend des critiques aujourd'hui sur la manière dont est conduite la réponse à ces attaques, mais je veux dire, il y a des gens qui n'ont pas attendu. Le lendemain, il y a des gens qui déjà disaient qu'il ne fallait pas qu'il réplique et que toute réplique serait illégitime. Comment vous analysez tout ça? Et même que l'attaque du 7 octobre Était était légitime. une réplique légitime Ouais. à toutes les misères que faisait Israël aux 10 peuples palestiniens. Les mots sont extrêmement importants. En fait, moi-même, j'ai dit méga pogrom parce qu'il y a un théoricien qui utilise ce concept dans d'autres circonstances, Swann. Mais Abraham Swann, il s'appelle ce théoricien. Mais en fait, je crois vraiment que pogrom n'est pas adapté parce que un pogrom, ça visait à tuer des juifs, à casser leurs biens et à s'en emparer. Donc il y avait de la razzia, il y avait de l'assassinat, voire de l'assassinat de masse, mais il n'y avait pas dans les pogroms une volonté génocidaire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas, le pogrom n'était pas considéré comme étant le début de l'extermination de tous les juifs de la terre. Or, l'attaque du 7 octobre a une dimension clairement génocidaire, non seulement parce que les attaquants eux-mêmes. Alors il y avait le Hamas, c'est vrai, parce que c'est lui qui maintient le pouvoir dictatorial, terroriste et totalitaire sur la bande de Gaza, mais il y a d'autres groupes terroristes plus petits qui ont participé à ce grand massacre, à ces massacres, et qui ont enlevé des otages. Donc c'est d'ailleurs un problème. Je pense que le Hamas n'est pas seul détenteur des derniers otages, ce qui rend encore plus complexe la situation. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'armée israélienne actuellement, je crois savoir, s'attaque également à des petits groupes terroristes qui ne sont pas à proprement parler du Hamas. Mais donc ces massacres de juifs ou de supposés juifs ou d'amis des juifs, puisqu'il n'y a pas seulement des Israéliens, il y avait aussi des travailleurs immigrés thaïlandais ou autres qui ont été tués, massacrés dans ces tueries. Mais non seulement donc les auteurs et les dirigeants du Hamas ont fait savoir que ce n'était qu'un début. On a des déclarations de différents leaders du Hamas qui disent on recommencera encore et encore, ce n'était qu'un premier, il y aura un second 7 octobre et un troisième et un quatrième, etc. Donc non seulement c'est présenté par les auteurs eux-mêmes comme étant le début de la fin du peuple juif, euh, au moins sur le territoire d'Israël, pour créer une Palestine qui va
From the river to the sea, du Jourdain, du fleuve Jourdain à la mer Méditerranée. Donc, éradiquer les Juifs, que ce territoire soit libre de Juifs, comme disaient les nazis, hein, Judenrein, laver des Juifs, ou Judenfrei, libre de Juifs, donc qu'il n'y ait plus de Juifs. Donc les auteurs eux-mêmes revendiquent le caractère génocidaire, le début de génocide commencé le 7 octobre, mais en plus, donc ça c'est, je dirais, le caractère génocidaire subjectif, puisque eux-mêmes le disent, se présentent comme étant des génocidaires, mais en plus, objectivement, d'après la définition même du génocide, et qui est définie non seulement comme étant l'intention, donc l'intention est très importante, la dimension intentionnelle, l'intention d'exterminer un groupe pour des raisons religieuses, ethniques ou autres. D'ailleurs, Lemkin, Raphaël Lemkin, qui a produit un rapport en 1944 et qui a instillé donc ce terme de génocide dans les textes internationaux, hein, puisque ça va être repris par l'ONU en 1945. Donc, non seulement il doit y avoir intention d'exterminer ce groupe, mais également les méthodes sont significatives du caractère génocidaire, c'est-à-dire des attaques particulièrement ciblées sur les corps des femmes et plus spécifiquement la matrice des femmes, donc l'appareil reproductif, l'appareil sexuel, et sur les enfants. Et c'est exactement ce qu'on a vu. Alors, certains ont parlé de féminicide. Bien sûr que c'est s'attaquer aux femmes spécifiquement parce qu'elles ont un utérus et que c'est elles qui font les enfants. Mais ça n'est pas en tant que femmes spécifiquement, c'est parce que ce sont des femmes juives et qu'elles sont l'appareil reproducteur du peuple juif. C'est pour ça qu'on s'est attaqué spécifiquement. Et ce que montre bien également Jacques Semelin, qui est un théoricien des crimes de masse et de la Shoah notamment, mais pas seulement, des génocides et des crimes de masse, il explique bien que dans le génocide peut être réalisé de façon froide, mais très souvent, le génocidaire s'acharne sur les corps. En tous les cas, ce qu'il faut, c'est faire disparaître les corps. Donc les nazis les ont fait disparaître au bout d'un moment, parce que la Shoah par balle, les corps étaient enterrés. Mais avec le perfectionnement du génocide, je dirais, et sa dimension industrielle, effectivement, alors dont Auschwitz est le symbole, mais Auschwitz-Birkenau, parce que des camps d'extermination, il y en a eu d'autres, Treblinka, notamment, Majdanek, bon, Chemlo. Donc, les nazis faisaient disparaître les corps en les brûlant. C'est-à-dire les rendait à l'état de cendre, méconnaissable et impossible à retrouver et à identifier. Donc la volonté génocidaire se marque aussi dans cette volonté d'anéantissement total des corps. Et on le retrouve là, dans ces dépeçages, dans ces incinérations, et dans ces attaques terribles des corps des femmes. Effectivement, on a retrouvé des sexes de femmes percés de trous, déchiquetés, etc., des horreurs qui sont répertoriées dans un rapport, notamment, qui a été fait dès le 23 novembre 2023 par le New York Times, qui est un rapport qui a interviewé 150 témoins
à la fois des victimes, des proches de victimes, des rescapés, hein, des massacres, mais également des médecins légistes, des militaires qui sont intervenus, etc. Et on a une description, mais apocalyptique, vraiment dantesque de ces attaques, mais on a aussi d'ailleurs les GoPro, les génocidaires eux-mêmes qui se sont filmés et qui ont diffusé leurs vidéos à leur famille d'abord et plus largement ensuite pour s'en réjouir et jouir collectivement de ces massacres épouvantables, décapitations, lacérations, dépeçages, etc., démembrements et aussi des viols, etc., des tortures terribles sur les enfants, les femmes, les hommes. Des hommes aussi ont été violés et torturés de façon sexuelle, hein, aussi, pour anéantir vraiment. Donc cette horreur, effectivement, paradoxalement, alors que cette horreur aurait dû faire comprendre au monde entier ce qu'était l'islamisme anti-juif, eh bien, paradoxalement, vous savez, en médecine, on dit qu'un médicament vous fait un effet paradoxal lorsqu'il a l'effet inverse de celui recherché, lorsqu'un somnifère vous énerve, etc. Bon, donc là, on a eu un effet paradoxal, c'est-à-dire qu'au lieu d'être horrifié de rejeter le Hamas et tous ces islamistes qui tuent des juifs et qui veulent leur extermination, on a eu, vous l'avez dit, dès le lendemain de l'attaque du 7 octobre, une flambée de propos et de violences physiques antisémites, anti-juives, hein, qui s'est déchaînée. Comme si, vous savez, maintenant on dit la parole se libère. Ouais. Oui, la parole se libère, c'est une parole qui n'est pas toujours très saine, n'est-ce pas? Et là, nous avons une sorte de libération de la parole antisémite. Par cette violence du 7 octobre, on a libéré l'antisémitisme latent ou caché ou honteux. Et là, l'antisémitisme est devenu, et redevenu à certains égards, mais ce n'est plus vraiment, il n'est pas porté par les mêmes acteurs que dans les années 20-30. Et donc cet antisémitisme est devenu glorieux et fier. Hein, on a la fierté, on va avoir l'antisémitisme pride, n'est-ce pas, en manifestation glorieuse pour justifier ces massacres au nom de une soi-disant agression d'Israël contre les Palestiniens. Et là, on va voir ressurgir, parce que ça n'est pas né le 7 octobre, hein, lorsque je dis libérer, c'est parce que ça bouillonne déjà depuis fort longtemps, les accusations de colonisation, apartheid, génocide, à l'encontre d'Israël et des Juifs. Cette accusation de génocide, comme si les Juifs voulaient commettre un génocide sur les Arabes, elle est très ancienne. Hein. Elle date même, en fait, d'avant la création d'Israël. Elle a commencé avec l'antisionisme qui est né bien avant la création d'Israël. Donc dès que le mouvement sionisme est apparu, nous avons de l'antisionisme qui est apparu dans les pays arabes, notamment porté par le grand mufti de Jérusalem Al-Husseini, et puis par Hassan al-Banna, le créateur, le fondateur des frères musulmans, et donc désignant les Juifs comme voulant effectivement se reconstituer comme un peuple national autonome et libre, et donc le considérant comme étant agressif à l'égard des Arabes. Mais vous savez que tous les génocidaires ont prétendu que les gens contre lesquels ils
commettaient un génocide étaient eux-mêmes des agresseurs. Hein. Ouais. Les Turcs disaient que les Arméniens voulaient dominer et prendre le pouvoir en Turquie, qui n'était pas encore tout à fait la Turquie d'ailleurs. Euh, les nazis disaient que les juifs c'était eux qui provoquaient la guerre, c'était eux qui voulaient l'extermination de la race dite aryenne. Euh, Ouais. les Khmers rouges disaient, en exterminant leur propre peuple d'ailleurs, mais que c'était un antipeuple qui menaçait la nature khmère du Cambodge et que donc c'était des occidentalisés. Les Hutus disaient que les Tutsis voulaient leur mort, etc. Donc les génocidaires vont présenter toujours leurs victimes réelles comme étant supposées être des agresseurs et donc le génocide ne serait qu'une légitime défense. Et ce discours de légitime défense donc légitimement le génocide, va être repris non seulement par les génocidaires, mais par tous ceux qui défendent depuis des décennies la dite cause palestinienne contre Israël, et on va retrouver ce discours se multiplier, se démultiplier, évidemment, grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, mais également grâce à cette infiltration déjà ancienne dans les milieux intellectuels et les médias de cette idéologie pro-palestiniste, euh, antisionistes au sens propre du terme. Oui, ils sont contre l'État d'Israël et antisémites en général, anti-juifs en général. Et donc, ce discours, ce narratif était déjà très présent dans le monde intellectuel, d'où, dès le lendemain, on a vu fleurir sur les campus nord-américains, mais aussi européens et notamment français, tous ces slogans contre Israël, tous ces appels avec des mains rouges, avec tout cette iconographie, etc., appelant et légitimant finalement l'agression des Juifs, où qu'ils soient, en Israël d'abord, mais partout dans le monde. Ouais, et puis par rapport à ces accusations de génocide, il y a un point aussi important qui à mon avis, comment dire, est un point qui permet de manipuler les gens qui ne réfléchissent pas sérieusement, c'est le nombre de morts. C'est-à-dire il s'agit que le génocidé, enfin celui qu'on essaye de génocider, soit finalement plus fort que celui qui voulait le génocider, et tout de suite il passe pour le génocideur, puisque forcément c'est lui qui tue le plus de gens dans le cadre d'une guerre, même si son intention n'est pas forcément de génocider. On sait bien qu'Israël n'a pas l'intention de génocider les Arabes, mais comme son armée est beaucoup plus forte et que du coup, dans le cadre d'une guerre et dans le cadre d'une agression à laquelle elle répond, eh bien, elle va tuer peut-être beaucoup plus de gens. Et beaucoup s'appuient sur cet argument bancal pour dire, ben, vous voyez bien, ça peut pas être les Palestiniens qui génocident parce qu'ils n'ont pas d'armée, parce qu'ils n'ont pas de force finalement. Alors, d'abord, ils ont des forces et ils sont tellement financés que Ouais, des armes, ils en ont c'est pas faux. pléthore. Mais il y a des choses qu'on ne retrouve pas dans les médias notamment et qu'il faut rappeler. D'une part, dans les guerres modernes, et ça vous le trouvez sur le site de l'UNICEF, qu'on ne peut pas soupçonner d'être pro-Israël, étant donné le rapport de force aujourd'hui au sein des États dans l'ONU, et là on touche un petit peu au sud global, aujourd'hui le rapport de force des États dans l'ONU est vraiment nettement en défaveur d'Israël. Hein. On voit toutes les condamnations d'Israël qui fleurissent. Donc, les chiffres de l'UNICEF sont les suivants. Dans une guerre moderne, l'horrible ratio, parce que c'est terrible de parler comme ça, chaque vie humaine a la même valeur et a une valeur extrême pour nous autres, pas pour ceux qui mettent leurs enfants en bouclier humain, hein, mais pour nous autres, la valeur de la vie humaine est très élevée. Mais donc, dans les guerres modernes, le ratio civil-militaire est le suivant. On a environ 9 civils
tués pour un militaire. C'est énorme. Ouais. Parce que aujourd'hui, les combattants ne s'affrontent plus sur des champs de bataille hors des populations civiles, mais ça se passe au milieu des populations civiles et certains belligérants, notamment en l'occurrence le Hamas, prend les populations civiles comme des boucliers humains, se cache au cœur de la population civile, les met devant, les empêche de partir des lieux de combat les plus intenses, et donc on a dans les guerres modernes ce ratio. Or, à Gaza, ce ratio est bien moindre, est étonnamment de un combattant du Hamas, donc un homme armé, pour deux, trois civils. Alors oui, c'est énorme. Bien sûr, ça va faire beaucoup, puisque même selon si on accepte les chiffres du Hamas, les chiffres des morts du Hamas, qui est très contestable, hein, parce que moi je suis sidérée que les journalistes ils disent le ministère de la Santé du Hamas. Comme si les chiffres. Qu'est-ce que c'est le ministère de la Santé du Hamas? Le Hamas qui tue ses enfants, qui tue ses femmes, qui tue sa population. C'est complètement fou. Qu'ils les tuent eux-mêmes et qu'ils les fait tuer en les mettant devant. Bon, mais bref, même si on prend les chiffres du Hamas, en fait, si vous comptabilisez le nombre de combattants du Hamas qui a déjà été tué, on a environ deux, trois fois plus de population civile qui est tuée. Et ça, pourquoi ce ratio est si petit, contrairement à ce qui se passe d'habitude dans les guerres modernes horribles, qui effectivement tuent beaucoup de civils, ce n'est donc pas un combattant pour 9 civils, mais un combattant pour 2, mettons 3 civils, parce que précisément, Tsahal prend la précaution de prévenir les populations, de leur dire sortez-vous de là, on va bombarder parce que là, il y a des tunnels. Il y a des tunnels sous les hôpitaux, sous les écoles, sous les mosquées, sous tous les lieux de réunion des civils. Il y a des tunnels et des caches d'armes et des combattants du Hamas. Donc, on va bombarder là, sortez de là. Tsahal, on n'a jamais vu ça. Une armée ennemie qui va protéger les populations civiles des snipers du Hamas qui leur tirent dessus pour pas qu'ils s'en aillent, pour servir de bouclier humain. On n'a jamais vu une armée ennemie qui s'occupe de ravitailler la population de l'ennemi. Or, c'est ce que fait l'armée israélienne. Alors, on l'accuse de ne pas le faire comme il faut. Donc, on ne fait que accuser l'État d'Israël parce que, en fait, on est dans ce narratif pro-palestiniste complètement fantasmatique. Alors pour revenir du coup en Occident, pour revenir peut-être même en France, on a bien compris quels sont les ressorts en fait de cette haine d'Israël et de ce nouvel antisémitisme. Si on peut comprendre que les populations, alors vous nous direz si vous êtes d'accord avec ça ou pas, mais je pense qu'il y a quand même un lien avec l'immigration, parce que l'immigration en France est quand même majoritairement issue de l'ère civilisationnelle arabo-musulmane, qui draine avec elle une méfiance, voire une haine du juif, notamment par ces islamistes, et peut-être par une culture arabo-musulmane au sens plus large. Mais bon, vous nous préciserez. Mais en tout cas, si on peut comprendre que cette population-là, en fait, ça ne veut pas dire le défendre ou être d'accord avec ça, mais si on peut le comprendre au sens de comprendre chirurgicalement quelque chose, si on peut comprendre pourquoi cette population-là a des facilités à verser dans l'antisémitisme, qu'est-ce qui fait que la gauche politique occidentale, la gauche quand même politique occidentale, qui est censée justement être antiraciste, d'ailleurs Mélenchon se réclame très souvent de l'antiracisme, c'est leur lutte principale, etc. Ça a été vrai à une époque. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là, en fait, ne réagissent pas face à cet antisémitisme qui explose ici en France? Bon, alors, il y a deux questions dans votre propos. D'abord, la question de l'immigration, parce qu'il ne faut pas l'évacuer, effectivement, mais elle est liée aussi à la réponse suivante. Mais il est indéniable que l'augmentation des populations d'origine
arabo-musulmane, mais pas seulement arabo d'ailleurs, mais musulmane en général, parce qu'il y a aussi des Ouais. Africains. Mais la majorité de l'immigration étrangère aujourd'hui est quand même d'origine, en effet, du Maghreb essentiellement et notamment algérienne. Donc, effectivement, sinon de religion et de pratique musulmane, en tous les cas de culture. Donc, cette culture ancestrale, califale et ottomane qui faisait du juif le dhimmi, et aujourd'hui, voir des juifs qui ne sont plus des dhimmis, ça a quelque chose non seulement d'incongru, mais de scandaleux. Donc, il va y avoir du ressentiment à l'égard des populations juives qui ne sont plus soumises et misérables comme elles ont pu l'être dans les pays arabes par le passé. Et également, évidemment, l'influence de la religion, puisque dans les textes qui sont considérés comme sacrés, les textes de l'islam ne sont pas du tout comme la Bible pour les juifs ou les chrétiens, considérés comme étant un texte à interpréter, à discuter et à lire de façon pas littérale. Ouais. Euh, donc, évidemment, l'influence également de la religion, puisque dans le Coran, comme dans les hadiths, dans la vie du prophète, on a des passages contre les juifs, appelant à tuer des juifs. Alors, bien sûr, si on a une lecture non littérale des textes, si on a une lecture interprétative, on peut dire, mais ça, on n'en tient pas compte, on analyse le reste et on s'empare de ce qu'il peut y avoir de bon. Mais le problème, c'est que la religion musulmane, dans sa grande majorité, ne fait pas ce travail et a refusé de faire ce travail depuis le Xe siècle. On ne peut plus, on n'a plus le droit. Donc, évidemment, l'islamisme qui va faire son travail d'emprise, son travail politique, qui va tenter d'agréger un maximum de population à ses vues et à ses buts politiques de domination de territoire et de population, va trouver évidemment plus facilement un terrain favorable chez des gens qui connaissent un peu le Coran, qui ont cette mentalité effectivement anti-juive, qui peuvent avoir du ressentiment face aux juifs libérés de la dhimmitude, qui peuvent avoir entendu dans leur famille, c'est pas forcément systématique, mais apparemment, c'est assez fréquent d'entendre des expressions banales contre les juifs, etc. Donc, évidemment, cette population, si on leur met dans la tête qu'ils sont victimes, que on leur en veut, qu'ils sont menacés, eux-mêmes vont être attirés dans cette dialectique infernale du bourreau et de la victime, inversant les rôles. Mm. Et donc, évidemment, la masse de population de culture musulmane est plus sensible et est plus susceptible d'être victime de l'emprise islamiste que des gens athées depuis 3 générations comme moi, évidemment. Bon, Mm. donc, il y a cet aspect-là, et euh, cet aspect est confirmé par le clientélisme justement politique. Si les politiques considèrent qu'il est de bonne tactique de donner raison aux islamistes, de conforter les populations immigrées dans leur image d'elles-mêmes de victimes à défendre, et qu'il y a des méchants qu'il faut punir, etc., et que c'est injuste et que eux, ils sont dans l'impunité, etc. Si ces politiques considèrent qu'il faut accepter
ce narratif venu de l'islamisme, c'est bien qu'il considère que ces grandes populations immigrées sont susceptibles de voter pour eux par, parce qu'ils défendent une idéologie dont ils sont maintenant imprégnés. Donc c'est bien la preuve que l'islamisme atteint des couches importantes de ces populations immigrées, puisque on fait la cour à ces populations immigrées en avalisant le narratif des islamistes. Bon, donc, manifestement, il y a bien sûr une relation entre la masse des populations susceptibles de mieux entendre l'islamisme, et donc il y a une relation entre immigration et diffusion de l'islamisme. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez non seulement évident et qu'on peut constater, mais qui est tout à fait logique, compréhensible justement. On peut l'analyser très facilement. Et on l'analyse notamment donc avec cette dimension clientéliste des politiques. Alors pourquoi particulièrement la gauche? Même si à droite on trouve du clientélisme, mais à droite on peut trouver aussi une convergence avec cette détestation des juifs. Parce qu'on peut trouver aussi à droite des restes quand même d'antisémitisme ancien. Il n'a pas complètement disparu, même s'il est complètement minoritaire. Et pour le coup, celui-là, le vieil antisémitisme réactionnaire des années du 19e et des années 20-30 en France, Maurassien et compagnie, et Drummond et autres, celui-là, effectivement, il est résiduel. Mais on peut le retrouver aussi convergent, en tous les cas étant compatible avec une tactique clientéliste de la part de la droite. Mais on le retrouve beaucoup plus à gauche. Pourquoi? Parce que, effectivement, ce tropisme révolutionnaire, revenant à ce mythe des damnés de la terre à défendre qui seraient des victimes éternelles, et aujourd'hui avec l'évolution du tiers-mondisme et l'évolution de ce qui est aujourd'hui le wokisme, qui vient du décolonial, cette idéologie qui considère que les anciens colonisés seraient toujours décolonisés, subiraient toujours une domination coloniale, alors que la colonisation institutionnelle s'est achevée depuis belle lurette, plus de 60 ans pour les derniers. Donc, avec toutes ces idéologies-là qui vont faire symbiose, même si elles sont contradictoires à certains égards, elles vont converger dans une haine de l'Occident et dans une haine des Juifs, considérés comme étant la pointe avancée de l'Occident, des super blancs, qui sont en plus au Moyen-Orient, au plein cœur de terre musulmane. Et donc, ces différentes idéologies vont converger et vont vraiment fructifier dans la gauche, parce qu'il y a ce désir de trouver à nouveau un damné de la terre à défendre, puisque les ouvriers, c'est plus ça, parce que justement, sociologiquement, les ouvriers, il n'y en a plus beaucoup. Par contre, des immigrés, il y en a beaucoup. Donc, il va y avoir cette dimension tactique, mais il y a également la rencontre avec un vieil antisémitisme de gauche qui a existé lui aussi. Que Bebel, qui était un social-démocrate allemand, du début du XXe siècle, il appelait l'antisémitisme de gauche le socialisme des imbéciles. C'est-à-dire ces socialistes qui considéraient que leur lutte anticapitaliste passait par la lutte contre les juifs, parce que les juifs auraient été tous des capitalistes, des représentants du capital.
Hmm. Or, bien sûr, il y avait des capitalistes qui pouvaient être juifs et des juifs qui pouvaient être riches, mais ils n'étaient pas tous et ils n'étaient pas les représentants du capital. Bien Donc, sûr. Bebel disait c'est le socialisme des imbéciles. Mais ce socialisme-là des imbéciles, il a pu perdurer, donc on peut le retrouver aussi, qui peut faire symbiose. Mais je crois que ce qui motive le plus cette gauche néo-bolchevique, moi que je considère comme Hmm. étant néo-bolchevique, révolutionnaire, qui se considère comme une avant-garde qui doit mener ses masses, Hmm. dominer, exploiter, et surtout dominer et coloniser, soi-disant, hein, doit mener ses masses, c'est cette dimension néo-tiers-mondiste et pro-palestiniste qui fait vraiment, qui a coagulé une figure de victime absolue qu'il faut défendre et de bourreau absolu qu'il faut annihiler, les Juifs. D'accord. Alors on a eu une longue conversation finalement, hein. Ça a duré plus d'1 heure et c'était très riche et c'était très bien. Et je pense qu'il faudra peut-être qu'on se rencontre à nouveau pour pouvoir parler de ce livre dont on n'a pas assez parlé finalement. Mais j'ai quand même une dernière question pour terminer. Avec tout ce dont vous nous avez parlé là au long de ce riche entretien, on se dit que quand même on est assez mal barré en Occident et on a quand même pas mal de problèmes à régler. Comment pourrait-il y avoir un début de solution et que peut faire chacun d'entre nous pour eh bien aller vers peut-être ce début de solution s'il existe? J'espère qu'il existe. Je pense que, évidemment, ça passe par le réarmement moral, intellectuel de l'Occident, c'est-à-dire que l'Occident défende ce qu'il a apporté d'extrêmement positif à l'humanité tout entière, parce qu'en fait, le propre de l'Occident, c'est d'avoir apporté à la fois le pire et le meilleur. C'est vrai que c'est l'Occident qui a produit la Shoah, Hmm. mais la Shoah ne provient pas des Lumières, c'en est l'antithèse. Hmm. Donc, c'est vrai que l'Occident a produit tout et son contraire, Hmm. c'est-à-dire qu'il a produit l'Inquisition, des choses terribles, mais aussi la critique de tout ce qu'il a produit, l'autocritique, la réflexion qui prend du recul par rapport aux faits, qui cherche à comprendre comment c'est possible, etc. Donc, l'Occident a apporté au monde et à l'humanité justement la notion d'universalisme, la notion d'individu libre, d'individu qui doit prendre son émancipation, qui doit prendre son autonomie pour être responsable, avoir une attitude éthique, c'est-à-dire dans la pratique, mettre en pratique en fonction de la réalité, prendre en compte le réel pour essayer de l'améliorer, porter la responsabilité de l'amélioration du monde et de l'humanité. Et l'Occident a apporté ça, que tous les humains, quelle que soit leur origine, justement, sont susceptibles de devenir des humains responsables, des adultes responsables, libres et considérant les autres individus libres comme étant leurs égaux. Donc, l'Occident doit se réarmer en se réaffirmant, en réaffirmant non pas ses valeurs, mais ses principes et ses réalités. La démocratie, oui, c'est une création occidentale. Et oui, la démocratie peut être adoptée dans le monde entier. Elle n'est pas réservée aux seuls occidentaux. D'ailleurs, on a vu, ça marchait très bien, bien au-delà de l'Occident. Mais bien sûr, face à la démocratie, il y a les dictatures, les totalitarismes, les dictatures, tous les autoritarismes qui reprennent du poil de la bête. Donc l'Occident doit défendre tout le positif qu'il a apporté à l'humanité. Or, contrairement à ce qu'on peut croire, parce que les élites, elles, sont
majoritairement dans cette idéologie négative et mortifère, mais on se rend compte que les populations, en population générale, comme on dit dans les enquêtes scientifiques, eh bien, la population n'adhère pas massivement à ces idées. Et Mm. donc, je crois qu'il faut que certains d'entre nous, des intellectuels, hein, on ne se cache pas derrière notre petit doigt, nous retrouvions moyen de faire jonction avec cette population générale qui finalement pense comme nous. Ouais, d'accord. Eh bien, écoutez, merci pour cet entretien très riche, René Frigosi. C'était un véritable plaisir de vous écouter aujourd'hui. Et eh bien, écoutez, je vais inviter, parce que je l'ai lu, et même si on n'en a pas beaucoup parlé C'est aujourd'hui, gentil. eh bien, c'est un livre qui est vraiment très intéressant, très éclairant, et un livre courageux, mine de rien. Donc, je vous le conseille à la lecture, et je vous mettrai un petit lien en description pour ceux qui souhaitent l'acheter, se le procurer rapidement. Merci beaucoup. Merci à vous, René Frigosi. À très bientôt. À bientôt.